La notion d'expatriation capitaliste et comment choisir un pays pour s'expatrier en 2024, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo de notre chaîne AH Fiscalité et Finances, dans laquelle on va parler expatriation, mais expatriation capitaliste, celle pour atteindre le niveau du vachier. Avant de commencer, les rappels habituels, pense à nous rejoindre sur Telegram, sur Discord pour échanger avec la communauté et avoir accès à du contenu exclusif. Tu trouveras également du contenu offert, tous les liens se trouvent dans la description, donc n'hésite pas à rejoindre. En guise d'introduction, lorsque nous nous expatrions, on se pose toujours la question de où s'expatrier et comment déterminer ce où s'expatrier. Toutes les personnes, qu'on soit d'accord, ont une vision différente, des besoins différents. Et on va essayer d'apporter une vision qui n'a pas été encore réellement développée sur Internet, y compris sur la chaîne, choisir son expatriation par rapport à un but patrimonial, c'est-à-dire à la création d'un capital, à la création d'une indépendance financière. Une expatriation pour favoriser l'accumulation de capital ainsi que sa création, et pas uniquement augmenter ses cash flows par la réduction de la charge fiscale. Une expatriation entrepreneuriale d'un côté et capitaliste. Parce que même si tout le monde a des goûts différents concernant l'expatriation, tous les entrepreneurs ont le même but, les mêmes problématiques et les mêmes besoins. Nous allons voir également que la vision qu'on peut qualifier d'immédiate peut entraîner de mauvais choix. Nous verrons ensuite la nécessité d'une création de capital et on verra ensuite des exemples, des comparatifs, des simulations. Donc reste jusqu'au bout de la vidéo si c'est quelque chose qui t'intéresse. En guise d'information importante, avant de commencer, en septembre, nous allons animer une formation en ligne et en live sur l'expatriation stratégique avec 3 points fondamentaux, avec des stratégies inédites également, toujours dans l'aspect création de capital et liberté financière. Pour t'y inscrire, le lien se trouve dans la description et dans le commentaire mis en avant. Nous lancerons également une formation offerte inédite, donc pense à t'inscrire sur Telegram ou le Discord, j'enverrai un mail où nous irons beaucoup plus en profondeur sur des éléments vus ici et cela sera totalement offert. Concernant la conférence, vous avez été nombreux à vous inscrire, le nombre de places est limité, donc n'hésite pas à t'y inscrire, n'hésite pas à mettre le rappel, le nombre de places sera limité. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Posons-nous la question de comment choisir son pays d'expatriation, et ce, en 2024. Et je vais commencer cette vidéo par une légère anecdote relativement marrante. Très récemment, c'était la semaine dernière pour être entièrement honnête, je suis tombé sur une vidéo d'un infopreneur qui avait fait une liste des critères pour choisir une destination d'expatriation et qui parlait de 3 pays d'expatriation. Et il avait fait un tableur, et dans ce tableur, c'était très marrant parce que en première colonne, donc techniquement la notion la plus importante dans une expatriation, est-ce qu'on peut louer des voitures de luxe? En deuxième colonne, est-ce qu'on peut avoir un penthouse? Et ensuite, le coût de la vie. À aucun moment dans les critères de sélection du pays, il y avait est-ce qu'il y a les outils pour favoriser une création capitaliste. Donc, l'époque où il suffisait de louer une voiture pour faire une publicité pour augmenter ses ventes est largement révolue. Les gens en ont l'habitude et généralement fuient même. Donc ce n'est plus un argument. Donc la location de voitures de sport, je ne vois pas en quoi cela va participer à la création d'un patrimoine. Ainsi, euh, comment ça va participer au choix de ton pays d'expatriation. Certains peuvent se dire oui, mais peut-être que maintenant ils ont réussi et donc n'ont plus besoin de tout ça. Si tel était le cas, pourquoi ils sont toujours en train de faire autant de contenu pour essayer de te vendre des choses? Regardez sur Internet, le nombre de contenus ne fait que augmenter, y compris des gens qui avaient arrêté de faire du contenu. La question, c'est que les gens se disent qu'en travaillant sur Internet, cela veut dire liberté, et donc qu'on peut travailler de n'importe où. Cette affirmation est totalement vraie. Il suffit d'être avec un ordinateur, une connexion Internet, mais cette conception a un problème. La conception de travailler de n'importe où, effectivement, tu peux travailler de l'île Maurice, du Groenland ou de ton yacht si tu as une connexion Internet Starlink. Mais faut-il encore pouvoir acheter le yacht? C'est ça la question. En réalité, si Internet a multiplié les possibilités d'aller vivre dans des pays qu'on pourrait qualifier d'exotiques,
La réalité capitaliste, c'est-à-dire la création d'un capital, l'accumulation d'un capital qui est la définition même de la liberté financière, fait qu'il faut être stratégique dans son choix et, selon moi, avoir une stratégie qui se base sur 5 ans minimum. Alors, je sais, ça fait pas rêver, mais je vais t'expliquer pourquoi. On va parler de création de capital et la création de capital comme seule manière d'atteindre la liberté financière. Si tu gagnes beaucoup d'argent sur Internet, mais que tu consommes ce flux de trésorerie, tu ne seras en réalité jamais libre. Tu es exactement dans le même cadre que le salarié qui consomme son salaire. Donc, il va falloir se concentrer sur le rendement du capital. C'est en réalité l'équation de la liberté financière. Je vais te donner une statistique. 2 ans et 7 mois. C'est la durée de vie moyenne d'un site e-commerce. C'est ce qui se rapproche le plus de la réalité entrepreneuriale sur Internet. Dans le vlog de ce week-end, donc je te mettrai le lien, n'hésite pas à le consulter, nous allons comparer la principale différence entre les employés et les entrepreneurs. Et nous allons prendre l'exemple d'un entrepreneur talentueux sur Internet étant passé de 2 millions par trimestre à 15 000 euros par trimestre. Et ce, en moins de 2 ans et 7 mois. Ce que je vais expliquer par ça, c'est que effectivement, Internet va permettre de pouvoir lancer très rapidement son business, mais la durée de vie d'un business sur Internet est moindre qu'un business physique. C'est ça que cela veut dire, que je veux dire concrètement. Dans les 3 premières années de ton business, il va falloir se concentrer à activer le maximum de leviers possible, tant que ton business est en croissance, tant que tu peux utiliser la force de ton business pour activer tous ces leviers. Il faut souligner une différence entre la décroissance et la mort. Après 3 ans, techniquement, il est possible que ton business y ralentisse. C'est là que tous les leviers que tu auras mis en place dans les 3 premières années prendront le relais, le fameux rendement du capital. Si pendant les 3 premières années, tu as augmenté ton style de vie de manière exponentielle, tu vas passer d'une rat race en réalité à une course au lapin. Au lieu de courir dans une cage, tu vas courir après les carottes pour financer ton train de vie. Tandis que si tu mets une stratégie capitaliste, tu vas te servir de ton business pour activer des leviers, ces leviers vont créer du capital et ce capital, au travers de son rendement, va financer ton train de vie. Et au lieu de se concentrer à augmenter ton capital, tu te concentreras à maintenir les cash flows. Donc, une stratégie sur 5 ans est parfaitement viable et logique dans cette vision. Selon mon point de vue, n'hésite pas à dire ce que tu en penses dans les commentaires en dessous. Donc maintenant qu'on a évoqué la problématique, posons-nous la question suivante, comment construire une expatriation capitaliste, c'est-à-dire une expatriation qui favorise la création d'un capital et pas uniquement l'augmentation des cash flows. Les critères de sélection. On va parler des critères de sélection. Comme je l'ai dit au début, cette vidéo, on m'a donné l'idée en disant que les critères de sélection, c'était qu'il fallait pouvoir louer des voitures de sport. Dans le cadre de l'expatriation, on a développé des juridictions AH, qui sont des exemples de juridictions, qui sont plus une méthodologie de juridiction. Les choses que nous regardons pour qualifier, ranker les pays, sont les choses suivantes. La première partie va être le cadre entrepreneurial. Est-ce que les sociétés fonctionnent bien? Les processeurs de paiement, est-ce qu'on y a accès? Est-ce qu'on a accès à des alternatives? Est-ce que les banques vont permettre de pouvoir réinvestir? Est-ce qu'on va avoir des opportunités d'investissement? Est-ce que la taxation va être également favorable? Il faut regarder également le cadre personnel. Il faut regarder la taille de la ville, l'aéroport pour garder une certaine mobilité, une mobilité fiscale, c'est-à-dire ne pas être bloqué dans un pays et compter le nombre de jours qu'on passe. Il y a également l'aspect sécuritaire, l'aspect propreté, l'aspect infrastructure. Et d'un point de vue mobilité, toujours, on se concentre sur l'obtention de la résidence fiscale, le maintien de la résidence fiscale. Il ne suffit pas d'obtenir une résidence fiscale, il faut pouvoir la maintenir. Et le plus important, si on veut avoir beaucoup de liberté, il faut pouvoir blinder cette résidence fiscale pour pouvoir opposer cette résidence fiscale. Donc, lorsqu'on se pose sous cet angle et qu'on fait un comparatif, on va partir d'un principe simple. Un entrepreneur qui génère 300 000 euros de bénéfices avec 500 000 euros de chiffre d'affaires, qui souhaite se verser 50 000 euros de rémunération sous forme de dividendes et capitaliser le reste afin de le réinvestir, de se constituer un capital. Donc si on prend plusieurs pays et qu'on fait un comparatif à froid,
On va prendre les pays, on va prendre les banques, on va prendre la taxation net in the pocket, c'est-à-dire clairement combien il lui reste dans la poche, la taille de l'aéroport pour garder une mobilité, la sécurité et la propreté, c'est un élément important. Le blindage de résidence va permettre de pouvoir garder une mobilité et bouger. La structure et la holding vont permettre de se structurer et d'optimiser ses possibilités à terme. Et la méthode SC, c'est un bonus qui permet d'augmenter ces leviers. Si on prend, pour commencer, la France. La France, quoi qu'on dise, d'un point de vue banque, c'est un enfer fiscal, mais c'est un paradis bancaire. Pour se créer du capital en France, le levier bancaire français est l'un des meilleurs du monde. Donc, ça coche la case banque sans aucun problème. Concernant la taxation net in the pocket sur les chiffres annoncés, le mec va payer 75 000 euros d'impôts société à titre professionnel. À titre personnel, s'il se verse 50 000 euros de rémunération, il va payer la flat tax. Donc, 30% sur 50 000, ça fait 15 000. Ce qui fait un taux global d'imposition de 30%, parce qu'il paye 90 000 euros d'impôts, 75 à titre professionnel, 15 à titre personnel, sur 300 000 euros de bénéfices. Donc son taux global d'imposition est de 30%. L'aéroport international, oui, il y a des aéroports internationaux. La sécurité et la propreté, bon, moi j'ai foutu 3 croix rouges, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Le blindage de résidence, si demain tu es français et que tu souhaites devenir perpétuel traveler, voyager partout dans l'année, conserver ta résidence fiscale française, ça sera très facile de blinder cette résidence fiscale, de la conserver et de garder une mobilité. Quoi qu'on dise, c'est beaucoup plus facile de faire tendre un conflit de résidence vers la France que le faire tendre vers un pays dans lequel on n'a aucune attache particulière. D'un point de vue structure et holding, ça coche toutes les cases. Le régime holding français est l'un des meilleurs du monde. La méthode SC, on peut également la mettre en place. Si on prend Dubaï maintenant, Dubaï, d'un point de vue bancaire, ce n'est pas l'extase. Les banques sont safe, il y a des grosses banques, mais d'un point de vue création capitalistique, levier, c'est pas l'idéal. D'un point de vue taxation net in the pocket, on part du principe, toujours 300 000 euros de bénéfices, on part du principe qu'il y a la taxation à l'IS 9%, mais qu'il y a 100 000 euros qui sont tax-free. Donc, en pro, on va avoir 18 000 parce qu'on paye l'impôt sur 300 000, mais on a 100 000 euros d'abattement. Donc, on paye l'impôt sur 200 000. 200 000 fois 9%, ça fait 18K. En perso, on se trouve avec 0 euros d'impôt. Donc, ça fait un taux global d'imposition à 6%, 5 fois inférieur à la France. D'un point de vue aéroport international, c'est également imbattable. D'un point de vue sécurité et propreté, c'est également imbattable. D'un point de vue blindage de résidence, on l'a vu dans la vidéo, le problème avec Dubaï, c'est lorsque nous sommes français, le blindage de résidence, même s'ils ont fait des efforts. L'année dernière, vous m'auriez posé la question, j'aurais mis 3 croix rouges. Structure et holding, il y a un régime, mais ce n'est pas l'idéal. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de grands groupes qui ont des holdings à Dubaï. Et la méthode SC, on ne peut pas la mettre. Donc, on ne peut pas créer artificiellement plus de leviers. Si on prend la juridiction H1, qui est un critère pour montrer. Les banques, on met 2 cases parce que, bon, on n'est pas au niveau de la France, mais par contre, il y a des avantages. Notamment, il y a plusieurs banques qui vont vous financer, même pour des acquisitions à l'étranger, ce qui permet une diversification tout en ayant accès au crédit. Dans l'immobilier, principal problème lorsque vous voulez investir à l'étranger, vous êtes obligé de vous contenter sur des petits achats parce que vous n'avez pas accès au financement. Là, vous avez des banques qui sont spécialisées à vous financer des opérations à l'étranger. Donc, c'est un avantage. En taxation net in the pocket, vous allez avoir 12 500 euros d'imposition professionnelle. En perso, vous allez avoir 0 euros d'imposition. Vous êtes sur un taux global à 4,1% d'imposition. En aéroport international, oui, vous pouvez rejoindre, mais ce n'est pas au niveau, il n'y a pas de grands hubs internationaux. Sécurité et propreté, j'en ai mis 2 parce que il faut pouvoir faire une différence avec Dubaï. Blindage de résidence, obtenir la résidence fiscale, maintenir la résidence fiscale, opposer la résidence fiscale et le coût de ces opérations, c'est relativement faible, donc c'est relativement simple de blinder sa résidence fiscale.
D'un point de vue structure et holding, on a calqué le régime luxembourgeois de holding qui est le meilleur du monde. Donc, pas de surprise, quand on copie le meilleur système du monde, on obtient un super régime holding qui offre plein d'avantages et on le verra ensuite. Et il y a la méthode SC qui permet de multiplier ses capacités, sa diversification. Si on prend l'Andorre maintenant, l'Andorre, qu'on soit d'accord, niveau bancaire, c'est merdique. C'est merdique. Même les cartes que vous payez là-bas, 200 balles, ne passent même pas au péage. C'est pour dire le niveau de qualité bancaire. D'un point de vue professionnel, vous avez payé 30 000 euros d'impôt, 10%. En perso, sur du dividende, 0. Donc ça fait un taux global à 10%. Aéroport international, bon, là c'est trois croix rouges parce qu'il n'y a ni gare ni aéroport internationaux. On n'a pas compté les gares de bus. Sécurité et propreté, légèrement en dessous de Dubaï, mais c'est nickel, c'est super safe, donc un super cadre de vie. Le blindage de la résidence, on peut blinder sa résidence, mais il y a un problème vu que vous obtenez un visa à l'immigration, ils peuvent vous révoquer ce visa, notamment si vous ne passez pas souvent du temps dans le pays. C'est une problématique d'Andorre pour ceux qui le connaissent. Structure holding, ben là c'est trois croix rouges, 8 pays sous convention fiscale, un régime avec une défiscalisation, mais sans convention fiscale, vous allez vous taper des retenues à la source de tous les côtés et des retenues à la source au niveau maximum, ce qui entraînera une double taxation. Méthode d'essai, on aurait pu mettre une croix rouge et une croix verte, c'est possible, mais tellement compliqué de le mettre en place et ça prend tellement de temps, ça va vous prendre 4 ou 5 mois, donc c'est assez infernal d'un point de vue opérationnel. Si on prend la Roumanie qu'on a évoquée précédemment, d'un point de vue bancaire, c'est au niveau de la juridiction H1, c'est un très bon niveau, je dirais même un niveau légèrement supérieur, mais on n'arrive pas au niveau de la France d'un point de vue paradis bancaire. On n'arrive pas au niveau de la Belgique d'un point de vue paradis bancaire et accès au financement. Taxation net in the pocket avec les nouveaux régimes pour 2024, on fera une nouvelle vidéo sur ça. En pro, vous allez être à 15 000. En perso, vous allez être à 4 000. Et un taux global d'imposition de 6,33%. Donc, intéressant pour capitaliser. Un aéroport international, j'ai mis un petit plus parce que tout simplement, c'est mieux que la juridiction H1. Beaucoup plus de connexions, beaucoup plus de directions en direct. Propreté et sécurité, j'en ai mis 3 en me référant à un discours d'Andrew Tate récemment. Donc, je n'y suis pas allé, mais c'est quelque chose, il le dit lui-même, que c'est propre, que c'est très safe. Donc, vu qu'il est généralement dans l'excès, dans le sens inverse, on peut se fier à ce discours. Blindage de résidence, pareil, très facile de blinder sa résidence. Un avantage également, c'est l'obtention d'un rescrit pour vous garantir que vous êtes bien résident lorsque vous passez un certain nombre de jours. C'est un avantage. Structure et holding, elle y est présente, elle peut être mise en place. Elle n'est pas aussi bien que la juridiction H1 et également le fait que ça soit en monnaie étrangère, c'est-à-dire les Roumains, ça met un petit moins, mais existante, permettant de se structurer avec des avantages intéressants. Méthode essai, c'est facile à mettre en place, c'est possible de mettre en place, donc aucun problème. On finira par l'île Maurice sur ce comparatif. Banque, 3 croix rouges. J'ai cité un exemple d'un commentaire qu'on a eu sur une vidéo où la personne a reçu un virement, la banque, en juillet, la banque lui a dit on ne peut pas vous créditer le virement parce qu'on n'a pas de devise étrangère, des euros. Et il faut attendre l'hiver pour pouvoir créditer l'argent quand les touristes ramèneront des devises. Là, on est au niveau bancaire, c'est limite Burkina Faso, quoi. Taxation net in the pocket, alors il peut avoir, avec le statut de freelance et tout, il peut avoir des limites, mais on part sur un principe de société, 45 000 euros d'impôt, en perso, 0, et un taux global d'imposition de 15%. Aéroport international, oui, mais très très loin, c'est très éloigné, vous ne pouvez pas vous déplacer facilement. Vous pouvez vous déplacer facilement, mais pour partir en week-end, pour un événement, c'est quand même difficile. Sécurité, propreté, j'ai mis 2 parce que c'est très propre, c'est très safe. Blindage de résidence, c'est possible, mais par contre, il y a le critère temps à l'île Maurice qui est problématique selon moi, donc c'est qui impose une présence importante sur place. Et également le fait que l'aéroport ne permette pas une mobilité à l'extrême. Vous ne pouvez pas dire ah ben, je vais voir des amis à Paris ce week-end. En plus de coûter très cher, c'est pas aisé. Structure holding,
une croix, parce qu'il faut voir les banques, c'est en dehors. Il y a des éléments intéressants. On aurait pu mettre un check vert, mais bon, on l'a mis de cette manière. Et méthode SC, elle est possible. Alors, ça, c'est le comparatif lorsqu'on fait une structuration et un comparatif à froid en prenant des éléments tangibles. Ce comparatif, je n'ai pas inclus l'Estonie. L'Estonie qui présente certains avantages, mais inconvénients, notamment l'absence de régime holding, même si elle est beaucoup mieux que certaines juridictions que nous avons rapidement vues. L'Estonie a énormément d'avantages, mais on considère qu'il y a mieux ailleurs. Mais par contre, sur un plan praticité, avantage, l'Estonie présente beaucoup d'avantages. Je ne l'ai pas cité, j'aurais pu le citer. Sur un plan capitalistique, si tu te prends sur des éléments qui favorisent la création du capital, le choix de la juridiction H1 et la Roumanie sont ultra pertinents comme choix et vont permettre de se créer un capital, et ce plus rapidement que l'économie offerte par d'autres juridictions. Et la question du après peut se poser, c'est qu'une fois que tu as créé ton capital, qu'il est constitué ou en cours de constitution, les choix de juridiction n'ont plus d'importance. Si tu as envie d'aller à Bali, tu peux aller à Bali. Disons que je souhaite aller passer 9 mois à Dubaï, par exemple. J'ai fait tout ça, j'ai fait tout mon business et je suis amoureux de Dubaï, je veux aller à Dubaï. Donc, prenons un cas stratégique. Je suis là, j'ai ma holding mobile dans H1, je vais avoir une SCI à l'IS puisque j'ai décidé d'investir en France, j'ai décidé d'investir dans un projet créé en Espagne, un projet SaaS, je détiens 100% de la SCI, j'ai mis un petit astérisque parce que je sais, oui, il faut être 2 associés, mais c'est pour faire simple et arrondir. Et je détiens par exemple 51% du SaaS. Ces 2 sociétés me rapportent des dividendes, que ce soit la SCI à l'IS ou le projet SaaS. Et je peux dire que, par exemple, la SCI me rapporte 100 000 euros de dividendes et le projet SaaS me rapporte 350 000 euros de dividendes, ce qui ramène 450 000 euros de dividendes sur la holding H1, imposition 0 euros sur ces 450 000. Si moi, je décide de me verser à travers ce rendement du capital, c'est du capital, on est sur des prises de participation, on est sur de l'investissement. Si je décide de me verser 250 000 euros de dividendes, je vais avoir une imposition de 0, ce qui me fait un 20 000 euros net à titre personnel. Je peux aller à Dubaï, je n'ai même pas besoin d'être résident fiscal en soi, et y passer autant de temps que je le souhaite. Également, il me reste de l'argent sur ces structures. Je peux décider par exemple d'investir, de faire un investissement immobilier au Royaume-Uni ou investir dans une start-up. Dans le cas d'un investissement immobilier au Royaume-Uni, je peux investir au sein d'une société. Je vais faire un apport en compte courant d'associé de 150 000 euros qui sera pris par la holding. Financement au travers de la banque de la holding mobile 1 qui finance à l'étranger, on l'a rappelé. Prise de garantie sur les titres de la holding et du SaaS et de la SCI. Et je peux partir avec un investissement de 150 000 euros avec ce genre de choses. Je peux monter sur un investissement à 1,5 million. Mais ça crée du capital, ça crée de l'opportunité. Si je suis à Dubaï, il va falloir que je pose 1,5 million sur la table. Donc, ces outils capitalistes vont permettre à la création d'un capital, tout en favorisant le cash flow également. En plus, je peux aisément, si je le souhaite, rattacher une société de Dubaïote à la holding mobile. Et je vais pouvoir ainsi faire un investissement à Dubaï si je le souhaite, en faisant un apport en compte courant d'associé comme je l'ai vu pour l'Angleterre. Je peux faire remonter des dividendes de Dubaï à la holding mobile. Je peux également, au sein de la holding mobile, rattacher un portefeuille boursier avec des actions à dividendes, par exemple. Tu as compris, les possibilités sont multiples, mais le slide était limité, donc je ne pouvais pas faire un truc ultra chargé. Il n'est de si bonne compagnie qu'il ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure, surtout que cette vidéo va approcher les 30 minutes. En guise de conclusion, ici, nous avons parlé d'expatriation capitalistique, de capitaliste, ce qui te doit et te permet de se créer un capital. Cette création de capital passe au travers d'outils de structuration, de choix stratégiques, en étudiant les avantages et les inconvénients de chaque possibilité. Bâtir pour jouir et pas jouir avant de bâtir, maximiser tes possibilités pour atteindre le fameux niveau du vachier qui est la définition même de la liberté financière.
Le principal avantage étant de se créer le maximum de leviers pour simplement multiplier son patrimoine au lieu d'additionner ses sources de revenus. Ça sera également le sujet du vlog de ce week-end, pense à t'y activer, où j'explique qu'un entrepreneur sans stratégie ne vaut pas mieux qu'un salarié en quelque sorte. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette vidéo vous a plu, a permis d'apporter une vision stratégique et capitaliste à l'expatriation et de ne pas considérer uniquement l'expatriation en tant qu'entrepreneur sur la légère augmentation du cash flow d'un point de vue taxation. Même si on a vu que d'un point de vue taxation, on peut avoir une expatriation capitaliste tout en ayant un niveau de taxation relativement bas. Je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!